avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir Pierre. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Et bonsoir à vous Olivier Babot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Institut Sapiens et vous êtes également chroniqueur chez nous le mardi et le jeudi. J'ai ce bonheur. Le lundi et le mercredi. Pardon. Mardi, jeudi, c'est Agnès Verdier-Molinier. Voilà, lundi et mercredi, c'est Olivier Babot de l'Institut Sapiens à 7h20. 7h20 tous les matins avec Dimitri Pavlenko. Les libertés reculent, l'économie décline, l'état bureaucratique s'étend. 80% des Français estiment qu'au moins une liberté fondamentale est aujourd'hui menacée en Europe. Du coup, vous co-organisez, Olivier, le 24 juin prochain, c'est-à-dire mardi prochain, au Casino de Paris, le sommet des libertés. De quoi on va causer au sommet des libertés, Olivier Babot ? Bien, on va parler de liberté, on va demander aux politiques de venir nous parler de leur approche de la liberté, de la façon dont ils voient la défense de la liberté et ce qu'on pourrait faire. Effectivement, qui ne voit aujourd'hui que la liberté est menacée ? Elle est menacée sous tous ses angles et probablement il y a une conjonction assez troublante entre une forme de déclin économique, une forme de sénescence de l'État-providence et le recul de nos libertés. C'est probablement parce que l'État a de moins en moins, de plus en plus de mal et de moins en moins de succès dans toutes ses promesses qu'il essaye de se rattraper parce qu'il lui coûte en réalité le moins cher. Souvent ça lui rapporte puisque la liberté ça recule aussi par la prédation du fruit de notre travail à travers les impôts, mais il va faire des lois qui vont lui permettre de se mêler de morale, par exemple. Vous savez ce que disait Benjamin Constant, que l'État se borne à être juste, nous nous chargeons de notre bonheur. Et bien aujourd'hui, l'État veut faire notre bonheur, il veut en déterminer les conditions, et il veut de plus en plus nous dire non pas seulement comment vivre, mais même comment élever nos enfants, ce qu'il faut penser, le juste et le vrai. Ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux, et donc il faut se battre. Est-ce que vous mettez dans le package ce que je viens de rappeler dans le rappel des titres, par exemple ce Conseil constitutionnel qui estime que les propositions de Monsieur Attal destinant à durcir la justice des mineurs, et ben voilà, cadenassé, terminé, finalement on n'en parle plus, le Conseil constitutionnel censure. Je ne suis pas le seul à le dire, mais je suis très troublé, pour ne pas dire choqué en réalité, de la façon dont le Conseil constitutionnel, et ça n'était pas du tout sa fonction dans l'esprit de la Constitution de la 5e, devient de plus en plus une Cour suprême à l'américaine. Mais ce n'était pas pour ça qu'elle était faite. C'est-à-dire qu'ils doivent juger en droit. Voilà, exactement, c'est absolument en droit, et en réalité on voit très bien que du droit à la politique, c'est comme vous pouvez faire de la politique à travers la justice aussi, vous pouvez vous en mêler et vous pouvez finir par faire en réalité beaucoup de politique et par devenir une chambre en réalité non démocratique, même s'ils sont forcément des gens de très très bonne qualité qui y siègent, mais enfin une chambre en tout cas non démocratique, qui va déterminer de choses essentielles, décider des choses essentielles et souvent cadenasser des changements dont on a l'impression qu'ils sont quand même demandés par... Mais ça c'est récent. Moi j'avais l'impression que c'était le principe de la démocratie, personnellement, que à un moment donné, la vie des gens comptait un petit peu. Vous étiez optimiste, Olivier. Oui, Alors juste pour revenir au sommet des libertés, ensuite je laisse la place à mes camarades. Vous avez dit il y a des politiques qui vont venir. Oui. Alors, ça va être en fait en 3 temps et même 4 temps. Le premier temps, c'est un temps de signature, ça s'appelle le Village des Libertés. Ça commence à quelle heure ? À partir de 18h30. Donc 18h30, les gens peuvent venir. Casino de Paris. Alors, vous pouvez venir. C'est à côté de la Trinité. Voilà. C'est absolument. Il y a un beau repère. Et évidemment, ça sera des signatures de livres, dont celui de votre serviteur. Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres. Et donc, il y a. Ça, c'est le livre sur la flemme. Sur la flemme, notamment. Mais je pourrais signer ceux d'avant aussi. Mais à partir de 19h45, pardon. Alors là, il y a des débats entre, par exemple, votre serviteur, encore une fois, et plutôt des intellectuels. Olivier Babot et qui ? Des intellectuels et des politiques. Qui en politique ? Alors, dans les politiques, la plupart des politiques parlent après, mais nous avons notamment le député Elliott, Monsieur de Courson, contre qui je débattrai, Charles de Courson, qui s'y connaît très bien en termes économiques et financiers. Absolument, c'est un vrai expert. Et on parlera des retraites notamment. Ah bah voilà. Parmi les beaux sujets. Alors après, je ne veux pas dévoiler absolument tout le programme, mais qui est un programme vraiment de grande qualité. Et les politiques qui viendront répondre aux questions. La soirée de la salle. On peut poser des questions. Je pense pas, c'est un peu compliqué, mais par le truchement, en tout cas, des animateurs. Il y aura Christine Kelly notamment qui vient animer. L'idée, c'est l'invitation était la plus large possible à tous les politiques qui veulent parler de liberté, ça nous intéresse. Voilà, évidemment. Je crois justement que c'est un sujet qui de plus en plus est déplacé. Alors on sait que à la droite, vous savez, il y a les fameuses 3 droites. Il y a une droite qui est toujours plus libérale, c'est la droite orléaniste. Bon, à gauche, c'est quand même très troublant parce que la gauche, ça a été très longtemps le parti de l'émancipation, le parti de la lutte contre les dominations. Et en réalité, par des façons contournées très très étranges, là,
avec beaucoup d'autres combats, totalement abandonné ce combat de l'émancipation. C'est absolument plus la question, la liberté n'existe absolument plus. Ça a été phagocyté par une obsession autour de l'égalité. Je crois vraiment que ce thème de liberté, en réalité, est apolitique. Il est transpartisan. Il doit tous nous intéresser. La liberté, c'est comme la prospérité ou l'amour dans le couple. Ça doit en permanence être refondé, entretenu. Sinon, ça meurt. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression que, comme nous sommes dans la période du bac philo, ce thème de la liberté est très cher à Paul Melun, qui meurt d'envie de vous interroger. Oui, bien sûr. Non, je crois que la liberté, je suis assez sensible à ce que vous avez dit quand vous dites finalement la liberté est quelque chose de transpartisan. C'est quelque part quelque chose qui fait partie de l'identité française désormais, qui est au fronton de nos mairies. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a aussi interpellé. Vous avez dit qu'à gauche, on préférait l'égalité. Moi, je viens plutôt de la gauche et je considère que la liberté et l'égalité, ça va ensemble. Et je déplore qu'aujourd'hui, on oppose les deux, que ce soit à droite ou à gauche. Certains à droite nous disent, moi je suis libéral, donc l'égalité, je m'en moque, en quelque sorte, si je caricature grossièrement. Et à gauche, d'autres vont dire, moi je suis pour l'égalité, donc les libertés, voilà. Et je pense que précisément, un message de réconciliation de ces deux valeurs, à laquelle on ajoute bien sûr la fraternité, me paraît être aussi un bon message. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est tout à fait vrai. Alors pourquoi on oppose aujourd'hui égalité et liberté ? C'est parce qu'on a une vision de l'égalité qui est totalement déviée. En réalité, on a pris l'égalité dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'égalité en droit, n'est-ce pas, qui est évidemment fondamentale. On sortait de plusieurs siècles d'inégalité, de société de classe structurelle, il faut s'en souvenir. L'inégalité en droit, elle est essentielle, on va considérer tous les citoyens de la même façon. En revanche, on en fait de plus en plus l'égalité dans les conditions, et encore plus que ça, l'égalité sur la ligne d'arrivée. Et là, c'est évidemment un dévoiement de l'idée d'égalité, et cette égalité d'arrivée, on le voit par exemple à l'école, elle n'est obtenue qu'au prix d'une limitation terrible des libertés, et en réalité elle joue contre l'égalité réelle, puisque pour continuer sur le cas de l'école, parce que j'ai retweeté récemment le sujet du baccalauréat de philo, où quand même les concepteurs du sujet ont cru bon de définir le mot prépondérant, qui était considéré pour les terminales, n'est-ce pas, trop compliqué. Ce village Potemkin, qui est devenu l'éducation, l'effondrement absolu dont attestent tous les tests internationaux aujourd'hui, c'est la conséquence justement de cette volonté égalitariste qui se refuse, pour ne pas faire de peine ceux qui sont un peu moins bons, à reconnaître qu'il peut y avoir des gens qui sont meilleurs. Eh bien moi je crois que ça fait justement partie, et vous avez tout à fait raison, les deux vont ensemble. Si on les comprend bien, liberté et égalité bien compris vont ensemble. Raphaël Steinville qui a pris plein de notes sur son petit carnet estampillé JD News. Studieux. Oui, non, dans une France qui est encore marquée par le colbertisme, par le jacobinisme, le centralisme, est-ce que la liberté, le libéralisme peut faire recette ? Aujourd'hui, en tout cas, je constate que souvent les hommes politiques de droite se réclament du libéralisme, mais il n'y a jamais eu véritablement de politique de droite libérale. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est le grand paradoxe, car nous avons en France les grands auteurs qui ont pensé le libéralisme. Je parlais de Benjamin Constant, évidemment on pourrait citer Frédéric Bastiat parmi les économistes. On a des grands penseurs qui sont à l'origine du courant libéral. On a beaucoup de cette tentation, et en même temps... c'est probablement depuis Colbert, Louis XIV sans doute, mais peut-être même Saint-Louis, en réalité ça fait depuis très longtemps, et puis évidemment Napoléon a cru la chose, que nous avons aussi un État extrêmement fort, et un État qui de plus en plus se développe de façon métastatique selon le mécanisme bien compris par l'école des choix publics américaine, qui explique qu'au bout d'un moment une administration va finir par exister pour elle-même. Et cet État, nous n'arrivons pas à en circonscrire la croissance, c'est pourquoi aujourd'hui il menace en réalité nos libertés. Nous avons en permanence, un petit peu comme nous adorons le roi tout en le décapitant, cette espèce de cette amour-haine vis-à-vis de la liberté. À la fois, on est un pays extrêmement, comme l'avait montré Tocqueville, épris, passionné d'égalité. Peut-être, d'ailleurs, on pourrait le dire, c'est plutôt la passion triste de l'envie, en fait, qui nous anime beaucoup. Et en même temps, c'est vrai, authentiquement, un peuple qui veut être libre. Et je regrette vraiment que, vous avez tout à fait raison, si la liberté est transpartisane, malheureusement, l'absence du thème de la liberté est aussi, malheureusement, assez transpartisane, cette absence, puisque, en fait, il n'y a pas beaucoup de programmes qui peuvent être identifiés comme des programmes réellement libéraux. Ceux qui ont essayé, en général, ont pas eu beaucoup de pourcents au moment des élections. Peut-être parce que les Français sont pas fondamentalement des libéraux. C'est-à-dire qu'à en juger par même la droite aujourd'hui, Marine Le Pen elle-même, qui est donc la première si on la classe à droite, parce qu'elle-même se défend d'être de droite, et qui regroupe avec le RN, on va dire 30% à peu près de l'électorat français, ce qui est considérable, a plutôt une lecture, je dirais,
assez sociale en économie, assez proche finalement de valeurs économiques qui viennent jadis de la gauche, etc. Les mauvaises langues diront socialisantes, etc. Et un peu plus conservatrice sur les mœurs, encore que. Mais la droite purement libérale et conservatrice en France, elle est réduite à peau de chagrin dans les urnes. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi nager à contre-courant par rapport à l'opinion publique en France ? Oui, alors c'est ce qu'on dit. Je parlais de démocratie tout à l'heure, mais il y a aussi cette phase locution latine qui dit argumentum pessimi turba est. La preuve du pire, c'est la foule. Donc, à vrai dire, et comme disait Wilde, quand tout le monde est d'accord avec moi, j'ai l'impression que je dois me tromper. Donc, je suis plutôt, ça me dérange pas, pour dire les choses différemment, d'être à contre-courant. Au contraire, les saumons le font d'ailleurs et ça marche pas mal. Et donc, continuons, voilà, on monte les rivières pour aller, n'est-ce pas on prend exemple sur ce qu'on veut, y compris les saumons sauvages. Les saumons sauvages, des très bons exemples. Mais je crois vraiment qu'il y a quand même cette aspiration très profonde chez les Français, mais cette aspiration, évidemment, elle n'est pas cultivée. Elle n'est pas cultivée à l'école, elle n'est pas cultivée. Mais est-ce que c'est pas par tout ce qu'on peut voir dans les médias? Est-ce que c'est pas par opposition au monde anglo-saxon auquel on s'oppose tout le temps, en fait, parce qu'on dit qu'on n'a pas le même logiciel et qu'après tout, en France, on pense mieux. Bon, force est de constater que c'est pas forcément vrai. En France, on a un génie extraordinaire. Quand on est les seuls à faire un truc dans le monde, on trouve pas que c'est un signal rouge. On dit plutôt que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut donc dire qu'on est vraiment les meilleurs parce que aucun ne nous a copié. Il y en a un qui avait un logiciel, et je parle sous votre contrôle, qui avait un logiciel un peu anglo-saxon, c'était Pompidou. Pompidou avait un logiciel qui était celui de la banque Rothschild, d'ailleurs, à laquelle il était passé juste avant. Et quand Pompidou, alors il y avait une circonstance économique, j'allais dire un terreau économique qui était différent à la fin des années 60, début des années 70, mais c'est vrai que quand Pompidou part, on a 6% de croissance, on a 25% de plus de pouvoir d'achat pour les Français, voilà, on a des choses qui sont complètement hallucinantes, et puis on a un franc qui est égal à un Deutschmark, qui est égal à une livre. La livre était un peu plus haut, mais qui est égal à $1, et donc du coup, on a une stabilité monétaire absolument hallucinante. Juste avant les chocs pétroliers, et encore, la France est très très solide à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait? Alors, j'entends souvent le retour à Pompidou. J'entends souvent, regardez ce Pompidou. Est-ce que d'abord c'est possible? Et est-ce que peut-être en faisant de la pédagogie comme vous le faites au Casino de Paris mardi prochain sur le thème de la liberté, pas en renversant les esprits, mais est-ce que on pourrait quand même intéresser les gens en disant on peut y arriver? Évidemment, le contexte était très différent. Les 30 Glorieux, c'était la reconstruction. On avait quand même, c'était la queue de comète de ces 30 Glorieux. Peut-être que quelqu'un d'autre que Pompidou, qui était vraiment un excellent président, d'ailleurs très très sous-estimé en réalité. Vous pensez que si François Mitterrand était passé Alors, je pense que si François Mitterrand n'était pas passé et que donc Valéry Giscard d'Estaing avait été réélu en 81, je pense que nous serions ailleurs aujourd'hui. Pompidou, s'il y avait eu François Mitterrand, qui déjà était très désireux de prendre le pouvoir, je pense qu'il aurait en 1970, il aurait fait énormément de mal, mais beaucoup plus tôt. Donc ça aurait infusé encore plus tôt, parce que vous apprêtiez à dire que ce Pompidou, de toute façon, ça aurait été bien. Non, mais c'était le début, mais c'est à la fin, évidemment, qu'on arrive au propos. Je crois vraiment que on peut vraiment dire aux Français, les décideurs politiques, parfois, pendant les campagnes, de temps en temps, tentent l'idée, il faut un peu de liberté, mais vous avez l'impression quand ils arrivent au pouvoir que ils sont complètement débiles. On peut se tutoyer. Quand ils arrivent au pouvoir, mais c'est excluant de tutoyer les gens à l'antenne, vous voyez, parce qu'après on se dit ils sont là, ils sont dans leur studio, ils sont copains. Mais on a l'impression que une fois arrivé, Dati n'a pas tutoyé Patrick Cohen. En ce moment, c'est un peu froid. Une fois arrivé au pouvoir, tout à coup, ils perdent complètement cette étousse, comme si peut-être que l'administration, et c'est vrai, la bureaucratie forme une puissance telle. Beaucoup de ministres m'ont dit, d'ailleurs il y en a c'était effectivement une femme qui a été restée longtemps et elle a eu cette image qui était extrêmement frappante. Vous êtes ministre, vous avez l'impression que vous prenez des décisions tous les jours, et puis quand vous arrêtez, vous vous rendez compte que le manège tourne. Vous étiez comme le petit enfant, vous savez, qui a l'impression qu'il est en train de conduire, et en fait la machine conduit pour vous. C'est bien résumé, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Babot. Rendez-vous donc au Sommet des Libertés le 24 juin, c'est mardi prochain au Casino de Paris. J'imagine qu'il y a une billetterie quelque part. Il y a une billetterie sur le site, vous le trouvez sans problème. Voilà, Sommet des Libertés. Faut pas tarder, c'est presque complet, je crois. Oui. Voilà. Je pense qu'il faut se presser. C'est aussi parce qu'il y a Christine Kelly, je pense. Ouais. Laurent Mariotte, lui, et ses chroniqueurs vous invitent à la table des bons vivants chaque samedi de 11h à 12h30 sur Europe 1. Et samedi, à l'occasion de la semaine de la grande famille Europe 1, 3 auditeurs, Patricia, Sophie et Mathieu, viendront participer à l'émission pour partager les recettes d'été préférées. Il y aura Tina Arena aussi qui se joindra à la table. Et nous, avec Paul Melun et Raphaël Steinville, faute de Tina Arena, on continue de parler de l'actualité dans un instant sur Europe 1.